on va se pencher sur une théorie du complot parmi les plus tenaces de l'histoire. Pendant des décennies, beaucoup ont cru que la version officielle était un pur mensonge. La version la plus connue, c'est qu'il aurait fui en Amérique du Sud, souvent en Argentine. Ce n'était pas une rumeur populaire, mais bien une désinformation d'État. Staline, lui, connaissait la vérité, mais il a préféré semer le doute. Et ce mensonge de Staline a fait naître plein de théories folles reprises partout. Mais alors, les preuves? Eh bien, pour les historiens et les scientifiques, c'est clair, Hitler est mort à Berlin. Les témoins sur place ont confirmé son suicide et que son corps a ensuite été brûlé. Mais la preuve ultime, c'est la science qui l'apporte. Et plus précisément, ses dents. Pour les historiens, c'est unanime. Ces histoires de survie n'ont absolument aucun sens. Et ce n'est pas le seul. Prenons le cas de Martin Bormann, le secrétaire d'Hitler. Comme Hitler, Bormann a été au cœur de mythes tenaces sur sa survie. Et puis, cette année-là, des ouvriers à Berlin découvrent un squelette. C'était celui de Bormann. Le cas Bormann, c'est la preuve que la science peut clore définitivement un mystère historique. La réponse se trouve dans ce qu'on appelle la pseudo-histoire et ce qu'elle cache. C'est l'historien Richard Evans qui en parle. La pseudo-histoire, son but, c'est de saper les faits. Souvent, derrière ce mythe, il y a des motivations politiques, une volonté de réécrire l'histoire. Juste un simple panneau, c'est tout ce qui marque la fin du Troisième Reich. On voit bien là pourquoi il est si important de séparer l'histoire de la simple fiction. Salut tout le monde, ici c'est le producteur de cette vidéo. J'aimerais beaucoup savoir de quelle ville vous regardez. Laissez un commentaire pour que je puisse mieux vous connaître. Et dites à moi aussi et à ce que vous aimez le contenu et votre avis est très important pour que je puisse continuer à créer des vidéos encore meilleures. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laisser un like, ça aide énormément notre travail. Merci de regarder, on est ensemble. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui hante l'histoire depuis des décennies. Et si Hitler n'était pas mort dans son bunker en 1945? C'est un mythe tenace, Il a alimenté un nombre incroyable de théories du complot et on va essayer, ensemble, de démêler tout ça. Bon, l'histoire officielle, en principe, on la connaît tous. Mais voilà, pendant des décennies, des rumeurs, des chuchotements ont suggéré une fin, disons, beaucoup plus mystérieuse pour le Führer. Alors la question se pose, que s'est-il vraiment passé pendant les tout derniers jours du Troisième Reich? Pour bien comprendre l'origine de ce mythe, il faut qu'on retourne en arrière. Imaginez, Berlin, avril 1945. La ville n'est plus qu'un champ de ruines. Et la seule musique qu'on entend, c'est le son assourdissant des canons soviétiques qui se rapprochent. C'est la bande-son de la fin du monde en quelque sorte. Et c'est dans ce chaos absolu, parfaitement décrit par cette phrase de Churchill, que les racines de notre histoire commencent à pousser. Les faits, les voilà. Les troupes soviétiques sont aux portes, la ville est encerclée. Dans son bunker, Hitler et Eva Braun, qu'il vient tout juste d'épouser, décident de se suicider. Leurs corps sont ensuite sortis et brûlés dans le jardin de la chancellerie. C'était une tentative désespérée, bien sûr, pour éviter l'humiliation d'une capture, ou pire, une fin comme celle de Mussolini. Voilà, ça c'est la fin officielle de l'histoire. Et aujourd'hui, cet endroit chargé d'histoire, c'est juste un parking. Un parking banal, avec un petit panneau pour dire ce qu'il y avait là avant. C'est une fin voulue, délibérément banale, pour éviter que le lieu ne devienne un pèlerinage pour certains. Le gouvernement allemand a tout fait pour qu'il n'y ait plus rien à vénérer. Mais attention, si l'histoire officielle s'arrête bien là, une autre histoire, elle, une histoire bien plus tenace, était sur le point de commencer. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parce que les toutes premières graines de cette énorme conspiration, elles ont été plantées par quelqu'un de très, très surprenant. Tenez-vous bien, le tout premier à lancer cette idée publiquement, c'est Joseph Staline lui-même. C'est fou, non? Il a joué un double jeu absolument incroyable. D'un côté, face aux Alliés, il laissait planer le doute. Peut-être qu'il s'est enfui en Espagne ou en Argentine, qui sait? Mais de l'autre, en secret, ses propres services de renseignement avaient déjà récupéré les restes d'Hitler et confirmé sa mort. C'était purement et simplement une manœuvre politique, hyper cynique, pour semer la zizanie chez les Occidentaux. Et forcément, dans le chaos total de l'après-guerre, le terrain était parfait pour que les histoires les plus folles se mettent à fleurir. On a eu droit à des récits mais complètement dingues.
Un prédicateur au Kentucky qui prétend être Hitler et promet des vaisseaux spatiaux invisibles. Je n'invente rien. Il a même réussi à récolter de l'argent avec ça. C'était vraiment le début d'un phénomène qui allait devenir planétaire. Et puis, petit à petit, parmi toutes ces théories qui partaient dans tous les sens, une destination va s'imposer. Elle va devenir le cœur, l'épicentre de toutes les spéculations. L'Argentine. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? L'arrivée de 2 sous-marins allemands, des U-boats, qui se rendent en Argentine, des mois après la fin officielle de la guerre. Pour beaucoup, c'était la preuve tangible d'une mission secrète. L'idée, une opération d'exfiltration de hauts dignitaires nazis vers un refuge en Amérique du Sud. Et d'un coup, l'Argentine est devenue, dans l'imaginaire collectif, la nouvelle patrie du Führer. Sauf que la réalité historique, elle, est beaucoup moins glamour. Cette fameuse flotte de U-boats censée avoir organisé l'évasion, eh bien, elle n'était pas du tout disparue. Les archives navales sont formelles, il n'y a aucun doute là-dessus. Tous ces sous-marins ont été coulés par les Alliés en avril 1945. Donc avant même le suicide d'Hitler. Le mythe du convoi fantôme, il s'effondre complètement face aux faits. Et du côté des historiens sérieux, le son de cloche est unanime depuis le début. Pour eux, comme le résume parfaitement l'historien Guy Walters, cette histoire argentine, c'est tout simplement une absurdité, zéro substance. Ils insistent sur l'absence totale, mais vraiment totale, de preuves crédibles. Et puis, soyons logiques, une tromperie de cette taille-là, ça aurait été impossible à garder secrète bien longtemps. Ok, mais alors, comment peut-on être aussi certain ? D'où vient cette confiance des historiens ? Eh bien, la réponse ne se trouve pas que dans les archives poussiéreuses. Elle se trouve aussi, et surtout, du côté de la science. La médecine légale, pour être précis. Prenons un cas parallèle qui est absolument parfait pour illustrer ça. Le cas Martin Bormann, le secrétaire particulier d'Hitler, son éminence grise. Pendant des décennies, tout le monde était persuadé qu'il s'était échappé en Amérique du Sud. Il a même été jugé et condamné à mort par contumace au procès de Nuremberg. Et là, regardez bien comment la science vient clore le débat. Pendant des années, on le voit partout en Amérique du Sud. Les rumeurs vont bon train. Et puis, boum. En 1972, pendant des travaux à Berlin, on découvre des restes de squelettes. Et le coup de grâce, c'est en 1998, des tests ADN confirment sans l'ombre d'un doute que c'est bien lui, Bormann. Des décennies de spéculations, de fantasmes, balayés par une preuve scientifique irréfutable. Le mythe s'effondre. Eh bien, pour Hitler, c'est exactement la même chose. C'est ce même type de preuve, une preuve physique, scientifique, qui va permettre de fermer le dossier une bonne fois pour toutes. Et cette preuve, elle a été récupérée par les soviétiques et gardée bien au chaud à Moscou pendant des décennies. Et le moment clé, le voici. On est en 2018. Des chercheurs français obtiennent quelque chose d'incroyable. Un accès exceptionnel aux fragments de dents et de crâne d'Hitler, ceux qui sont conservés dans les archives russes. C'était la toute première fois depuis 1946 que des scientifiques non russes pouvaient les examiner. Autant dire que le monde de l'histoire retenait son souffle. Et le verdict a été sans appel. L'analyse a confirmé que tout correspondait parfaitement. Les dents, c'étaient bien les siennes. Elles collaient au dossier dentaire de 1944. On n'a trouvé aucune trace de viande, ce qui est logique vu son végétarisme, et le plus important, des dépôts bleuâtres sur les prothèses, typiques d'une réaction chimique avec du cyanure. La conclusion est simple, les restes sont bien ceux d'Hitler. Il est bien mort en 1945 dans son bunker. La science a parlé. Point final. Alors voilà, le dossier semble clos, verrouillé, prouvé scientifiquement. Mais alors, une question demeure. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ces mythes sur sa survie continuent de fasciner autant de monde ? Encore aujourd'hui. L'historien Richard Evans donne plusieurs pistes de réponse qui sont à la fois psychologiques et idéologiques. D'abord, pour certains, un suicide aussi banal, aussi lâche, c'est juste une fin décevante, pas à la hauteur du monstre qu'il était. Ensuite, et c'est plus grave, ces récits sont souvent entretenus par des groupes néo-nazis pour servir leur propagande. Et enfin, ça s'inscrit dans un mouvement plus large de méfiance envers l'histoire officielle, envers les experts. En fait, toutes ces théories sont un exemple parfait de ce qu'on appelle la pseudo-histoire. C'est important de comprendre la différence. Un historien part des preuves pour construire une conclusion. La pseudo-histoire, elle, fait l'inverse. Elle part d'une conclusion toute faite, par exemple, Hitler a survécu,
Et ensuite, elle va chercher et tordre des pseudo-preuves, même les plus ridicules, pour essayer de la justifier. Et au final, le vrai danger derrière ce mensonge, ce n'est pas juste de se tromper sur la mort d'Hitler. Le danger, comme le dit Richard Evans, c'est que ça ouvre une brèche. Si on peut douter d'un fait aussi solidement prouvé, alors on peut douter de tout le reste, y compris l'Holocauste. Ça érode la confiance dans l'histoire avec un grand H. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Pourquoi est-ce qu'on est parfois si tenté de croire à une bonne histoire qui conforte nos doutes, plutôt qu'à des faits parfois moins spectaculaires qui nous obligent à accepter une vérité complexe ?